tous. Bienvenue donc pour cette séance d'information sur notre programme de bachelier à horaire décalé. Et donc, je serai assisté par Madame Léonard de l'administration facultaire ESPO pour cet exposé, surtout s'il y a des questions plus fines sur le plan administratif, et par un étudiant qui, il y a 2 ans, a fait cette première année du bachelier en sciences politiques, Gilles van der Zee, qui est pour le moment en 3e année et qui devrait nous rejoindre en cours de séance. Toujours intéressant, me semble-t-il, pour vous d'avoir un témoignage de quelqu'un qui est passé par là, de votre côté de la barrière, et pas simplement une information de type officiel comme je peux, moi, vous la donner. Donc, je m'appelle Olivier P., je suis professeur ici à fonction complète depuis 20 ans. Donc, ça veut dire à la fois enseignement et recherche, puisque c'est ça la caractéristique d'être prof à l'université. Et en plus, j'ai la spécificité d'être le responsable académique de ce programme de bachelier en sciences politiques à horaire décalé. J'ai 5 cours dans mon portefeuille de cours, et comme vous allez le voir, 2 cours s'adressent aux étudiants de l'horaire de jour, 2 aux étudiants de l'horaire décalé, et 1 est commun aux étudiants de l'horaire de jour et de l'horaire décalé. Et ce profil-là, vous allez le retrouver auprès de mes collègues qui enseignent à horaire décalé. Ce n'est pas du tout original, ce qui veut dire que notre institution a fait le choix de faire en sorte que les enseignants qui enseignent en horaire décalé aient l'expérience aussi d'enseigner en horaire de jour. Donc c'est une des marques par lesquelles vous pouvez voir que l'idée n'est pas du tout de concevoir l'horaire décalé comme étant un enseignement de 2e zone, relégué. Non, pour nous, il est sur le même pied que l'horaire de jour. Simplement, il se fait dans des contraintes horaires plus difficiles, plus resserrées, et avec un public qui n'est pas celui des jeunes adultes de l'horaire de jour. Voilà comment vont se découper les 3 temps de cette séance. D'abord, je vais vous donner quelques éléments sur le profil des étudiants qui s'inscrivent à notre programme de bachelier en sciences politiques à horaire décalé. Donc, qui sont-ils, quelles sont leurs motivations, etc. Ensuite, on va décortiquer davantage le programme et voir aussi ses modalités d'organisation. Et enfin, on verra un petit peu quels sont les supports sur lesquels vous pouvez compter pour essayer de réussir ce programme si d'aventure vous vous y inscrivez. Moi, ce que je vous propose, comme on n'est pas très nombreux aujourd'hui, c'est que si jamais il y a une question qui vous vient dans le fil de mon exposé, vous n'hésitez pas, vous levez la main et je m'arrête tout de suite tout de suite, ou après les phrases que j'avais en tête dans mon exposé pour vous donner la parole. Alors, qui sont ces étudiants qui s'inscrivent à l'horaire décalé? Donc, à la différence des étudiants de l'horaire de jour, ce sont ce que l'on appelle dans le jargon des adultes en poursuite ou le plus souvent en reprise d'études. Et donc, quand on s'intéresse à la caractéristique de l'âge, ce qu'on remarque, c'est que en 50% en moyenne, d'année en année, de nos étudiants ont entre 25 et 35 ans. Vous pouvez aussi avoir un nombre quand même significatif d'étudiants qui sont plus âgés. En règle générale, on a entre, je veux dire, 20 et parfois un tiers d'étudiants qui ont plus de 40 ans. Donc là, ça peut varier d'une année à l'autre. Mais donc, vous voyez là, je dirais quand même déjà la base en termes d'âge de la composition de nos auditoires. Ce sont des étudiants qui ont une occupation professionnelle, alors soit à temps plein, soit à mi-temps, soit qui sont en recherche d'emploi, mais donc ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont sur le marché du travail, et la plupart du temps, ils sont réellement à l'emploi. Donc statistiquement, c'est ça qui est dominant dans la composante de l'auditoire. Parfois, on a des étudiants qui font une autre formation en journée et font celle-ci le soir. On a ça régulièrement, mais statistiquement, c'est quand même pas du tout la majorité, mais on a ce type de profil vraiment régulièrement dans nos auditoires. Et en règle générale, qui ont aussi une vie de famille. Parfois, ce sont des étudiants qui ont eux-mêmes charge d'enfants, qui sont parents, et donc les contraintes professionnelles vont s'ajouter aux contraintes familiales dans le fait de devoir gérer
cette activité d'étude dans le programme de bachelier en sciences politiques. C'est évidemment un des grands défis, un des grands enjeux qu'il va falloir relever pour des étudiants et des étudiantes qui s'inscrivent à ce programme. Alors, pour continuer sur le profil, en termes de formation, hein, avec quels acquis ces étudiants et ces étudiantes viennent en s'inscrivant dans le programme, ça c'est très très varié. Certains possèdent déjà un diplôme de l'enseignement supérieur, en règle générale dans un secteur disciplinaire qui est quand même assez éloigné de la science politique, par exemple dans le secteur médical ou agronomique, etc. D'autres ont un diplôme de l'enseignement supérieur, mais seulement de premier cycle, donc pas les 2 cycles comme un diplôme universitaire. Et donc, typiquement, ils ont fait ce qu'on appelait auparavant un graduat. On continue d'utiliser, je pense, cette expression, et ils veulent avoir un diplôme ayant une plus grande valeur et couronnant une formation plus poussée. D'autres encore ont échoué dans des études d'enseignement supérieur, que ce soit graduat ou de niveau universitaires, ou bien, entre guillemets, n'ont pas eu la chance de faire ces études et ont été directement sur le marché de l'emploi. À ceci s'ajoute en plus le fait qu'une série d'étudiants ont eu soit leur scolarité, soit une toute ou partie de leur parcours d'enseignement supérieur, si c'est le cas, à l'étranger, et donc peut-être avec des niveaux de formation qui ne sont pas nécessairement équivalentes à celles que l'on peut trouver en Belgique pour le même secteur disciplinaire. Dernier élément, alors là très dominant dans nos auditoires, le fait que les étudiants et les étudiantes sont habitants de Bruxelles ou des alentours. C'est vraiment très frappant. On est sur 3/4 des auditoires en moyenne qui habitent Bruxelles ou l'un des 2 Brabant. Et j'allais dire pour les étudiants ou les étudiantes qui habitent au-delà de ce territoire-là, en règle générale, ce sont des étudiants ou des étudiantes dont la profession se trouve à Bruxelles et donc qui ont quand même un lieu de vie à Bruxelles. Donc cet ancrage à Bruxelles ou dans sa périphérie immédiate, hein, les 2 Brabants, est vraiment une caractéristique forte et lourde de nos auditoires ici à horaire décalé en sciences politiques. Ça, c'est sur le profil sociologique. Maintenant, qu'est-ce qui motive les étudiants à venir s'inscrire dans un programme de bachelier en sciences politiques? Bien sûr qu'il peut y avoir une palette très variée de motivations, mais on a eu l'occasion de faire des études là-dessus. On peut distinguer 2 grands types de mobiles. Alors là, c'est une distinction très épurée comme ça, hein, très schématiquement, l'un étant très éloigné de l'autre, soit par intérêt intellectuel, quel que soit ce vers quoi l'obtention du diplôme peut conduire sur un plan professionnel, les postes peut-être plus élevés, les rémunérations plus élevées qui peuvent aller avec ces postes plus élevés, etc., etc. Ou bien au contraire, l'autre intérêt, c'est ce qu'on va appeler l'intérêt instrumental, c'est-à-dire moi, en fait, ce n'est pas tellement le contenu de ma formation qui m'intéresse, c'est plutôt là où elle va me mener sur le plan professionnel, parce que le diplôme va, pour moi, me permettre précisément de pouvoir postuler et être retenu à des postes supérieurs. Bien sûr qu'il peut y avoir un intérêt de l'entre-deux, comme par exemple l'idée d'avoir une reconversion professionnelle, c'est-à-dire pour essayer de trouver des emplois dans un secteur d'activité qui m'intéresse plus sur le plan de son contenu. Alors évidemment, on a là la dimension qui correspond aux 2 intérêts purs, j'allais dire, que je vous ai présentés précédemment. Donc, intérêt intellectuel, je le dis déjà dans nos études sur le suivi des cohortes étudiants, c'est celui qui va davantage prédisposer les étudiants ou les étudiantes à la réussite. Donc si vous êtes davantage mu par cet intérêt intellectuel que par l'intérêt instrumental, si on ne regarde que cette variable-là, elle est davantage corrélée à la réussite. C'est davantage ces étudiants et ces étudiantes avec ces motivations-là que l'on va retrouver au bout du parcours ayant décroché le diplôme. Et donc, en fait, ça tourne sur est-ce que ça vous questionne et ça vous intéresse d'avoir des réponses à ces questions, de lire des analyses et d'essayer d'en construire vous-même toutes ces questions sur la manière dont le pouvoir est exercé dans notre société, quel est le profil sociologique
des parlementaires? Est-ce que ça a évolué historiquement? Qu'est-ce qui motive les électeurs à voter ou à ne pas voter, à voter pour tel parti plutôt que tel autre? Qu'est-ce qui fait que quand on est citoyen et qu'on subit des nuisances de la part d'une décision publique, eh bien dans certains cas, il va y avoir mobilisation citoyenne et dans d'autres cas, au contraire, il ne va pas y avoir de résistance, ça va rester dans la passivité. Voilà, toute une série de questions comme ça. Si ce sont là des questions qui n'ont pas tourné en boucle dans vos têtes, mais en tout cas qui vous interpellent, pour lesquelles vous êtes par exemple lecteur d'un quotidien, pas nécessairement papier, ça peut être en ligne aussi, que vous allez sur des sites internet qui peuvent être aussi des blogs ou une chaîne YouTube, etc. Ça, c'est, je dirais, l'intérêt intellectuel. Et donc, par rapport à ça, le contenu de l'information devrait vous parler. Si maintenant, on est davantage sur l'intérêt instrumental, donc l'idée de se dire... avec ce diplôme-là, je peux ouvrir davantage mes horizons professionnels en termes de postes ou de secteurs d'activité dans lesquels je vais pouvoir postuler puis être recruté. Typiquement, un diplôme de sciences politiques, mais donc on parle ici du diplôme de master, donc pas seulement celui de bachelier, premier cycle, mais bien celui qui complète celui de bachelier, ce que l'on appelle donc le diplôme de master dans le deuxième cycle. Une fois que vous avez ce diplôme de master en poche, ben, vous pouvez avoir de bons espoirs d'être recruté dans tout ce qui concerne la fonction publique, hein, que ce soit au niveau fédéral, régional, communal, para-étatique, par exemple l'Office national de la sécurité sociale, au niveau européen, là, la connaissance des langues est tout à fait cruciale si vous envisagez une carrière diplomatique à l'échelle de la Belgique. La connaissance très approfondie du néerlandais sera cruciale pour pouvoir être engagé. Donc voilà, ça c'est le premier spectre de postes que vous pouvez envisager avec cette formation de sciences politiques. Ensuite, on a tout le paquet, je dirais, des postes électifs ou de conseils d'élus. Donc soit être élu vous-même, comme conseiller communal, comme échevin, comme parlementaire, etc. Soit être conseiller d'un échevin dans un cabinet à l'échelle communale, conseiller d'un parlementaire, soit régional, soit à la Chambre fédérale, comme donc attaché parlementaire, soit conseiller d'un cabinet ministériel, etc., etc. Vous pouvez aussi, troisième paquet de postes, envisager tout ce qui concerne des postes liés aux relations avec les pouvoirs publics auprès de groupes de pression, qu'il s'agisse de syndicats, qu'il s'agisse de fédérations industrielles, qu'il s'agisse de bureaux spécialisés dans le lobbying qui vend ses services justement aux autres organisations que je viens de citer. Là, c'est vraiment un secteur de poste qui est en grande expansion, hein, par exemple autour de l'Union européenne ici à Bruxelles. On considère qu'aujourd'hui, il y a environ 30 000 personnes qui exercent une activité de lobbying autour des institutions de l'Union européenne. Donc c'est à Bruxelles, hein, uniquement à Bruxelles. Donc c'est effectivement un secteur qui est en expansion. Ensuite, autre secteur, tout ce qui concerne le secteur des enquêtes sur l'opinion, sur des intentions de vote, sur couvrir des événements d'actualité, bien sûr tout ce qui concerne les médias, mais dans le sens du journalisme politique, ou bien de la consultance par exemple dans le domaine de la participation citoyenne. Il y a de plus en plus de bureaux qui sont créés pour faciliter précisément la prise de parole par les citoyens, surtout à l'échelon local, dans l'élaboration de politiques au niveau communal, etc., etc. Il y a aussi enfin tous les postes qui concernent la formation précisément, qui touche aux aspects de la société en général et de la manière dont le pouvoir politique y est exercé en particulier. Donc ça, c'est des débouchés les plus classiques que l'on envisage quand on parle d'un diplôme de deuxième cycle en sciences politiques. Voilà sur
qui sont les étudiants et les étudiantes qui s'affilient à notre programme de bachelier en sciences politiques, pourquoi ils et elles le font. Alors, maintenant, ok, très bien, on voit pourquoi et quels sont les profils et les motivations différentes qui peuvent amener à s'inscrire dans ce programme, mais de quoi cause-t-on exactement quand on parle du programme en sciences politiques? Et donc, pour cela, donc, il y a la petite brochure papier qui est disponible ici à l'entrée. C'est une brochure donc, qui concerne à la fois le programme de bachelier en droit et le programme de bachelier en sciences politiques, mais les deux à horaire décalé, et une partie de l'information que je vous donne ici se retrouve dans cette brochure. D'abord, la toute première chose qu'il faut indiquer, c'est qu'avec votre diplôme de bachelier en sciences politiques à horaire décalé en poche, vous avez un accès automatique à tous les masters qui relèvent du domaine des sciences politiques. Et donc, ceux qui sont indiqués tout en haut, ce sont donc ceux-là, des masters en sciences politiques, orientation générale ou bien relations internationales, master en administration publique, master en études européennes. Vous y avez un accès automatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous demander de réussir des cours supplémentaires pour avoir accès à ces masters. Vous en avez un accès automatique comme les étudiants de l'horaire de jour qui seront bacheliers en sciences politiques en horaire de jour. Et par exemple, si d'aventure ça se met, je dirais, dans votre trajectoire, vous pouvez très bien vous réorienter d'un bachelier en sciences politiques à horaire décalé à un master en sciences politiques en horaire de jour. Il n'y a aucune difficulté, vous serez admis automatiquement. Et donc, il y a bien cette idée d'équivalence, que vous obteniez le diplôme de bachelier en sciences politiques en horaire décalé ou en horaire de jour. Donc, l'idée d'une équivalence. Par ailleurs, et je n'en ai indiqué que quelques-uns ici, vous pouvez aussi, avec votre diplôme de bachelier en sciences politiques en horaire décalé, aller vers des masters qui ne relèvent pas du domaine de sciences politiques. Et là, il est possible que vous deviez suivre l'un ou l'autre cours supplémentaire. En règle générale, on est dans les diplômes qui sont évoqués ici, 2 ou 3, donc pas une énorme charge supplémentaire, mais donc c'est ouvert, mais ce n'est pas une ouverture automatique comme pour les masters qui relèvent du domaine de sciences politiques. Et donc ici, j'ai parlé de 2 masters. Le master en sciences du travail qui est alors régulièrement pris par nos étudiants bacheliers, donc ce n'est pas du tout statistiquement ce qui est dominant. Ce qui est dominant, ce sont les masters qui relèvent du domaine de sciences politiques, mais très régulièrement, on a des étudiants qui s'inscrivent dans le master en sciences du travail, parfois aussi en sciences de la population et du développement, il y a aussi gestion des ressources humaines, enfin bref, il y en a d'autres où vous pouvez avoir accès sur dossier. Alors, ce qui vous intéressera peut-être davantage, c'est de savoir quels sont les masters auxquels vous pourriez avoir accès et qui s'organisent en horaire décalé, puisque si vous êtes intéressé ici par le programme de bachelier en horaire décalé, a priori, vous devriez être davantage intéressé par les masters à horaire décalé. Et donc, en fait, il y en a un qui s'est créé à Bruxelles, à l'initiative de nos étudiants à l'époque, dans les années 2000, qui nous ont un peu poussé dans le dos pour aller voir nos collègues de l'ULB et demander qu'il y ait quelque chose qui puisse s'organiser à Bruxelles, parce que précisément, il y a cet ancrage bruxellois de nos étudiants et de nos étudiantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un master donc 60, alors qu'ailleurs, vous pouvez avoir des masters 120. Alors ici, évidemment, la question, mais quelle est la différence entre un master 60 et un master 120? Donc d'abord, 60, 120, quoi? Crédit. Alors cette notion de crédit, c'est une innovation du décret que l'on appelle paysage, qui a été voté par le Parlement de la communauté française, donc en 2013 pour une entrée en vigueur en 2014, avec le ministre Marcourt de l'enseignement supérieur qui était à la manœuvre. Et un crédit est défini dans le décret comme correspondant à une charge de travail liée à un cours de 30 heures. Un crédit égale 30 heures. Et donc souvent, vous allez voir dans la brochure, on va trouver des cours avec 5 crédits,
Donc fatalement, ça veut dire que ce sont des cours dont la charge de travail équivaut à 150 heures, 5 fois 30 heures, ou bien des cours à 10 crédits, et donc la charge de travail pour ces cours-là, c'est 300 heures, donc ce n'est pas équivalent aux cours qui ne sont crédités qu'à 5 crédits. De manière agrégée, sur l'ensemble d'un programme de deuxième cycle, on va retrouver soit des masters à 60 crédits, soit des masters à 120 crédits. Ils s'appellent tous les deux masters, et donc vous pourrez chaque fois faire état du fait que vous avez un diplôme de master, mais très clairement, le volume de formation qu'ils couronnent n'est évidemment pas la même, puisque 120 crédits, je ne vous l'apprends pas, ça va couronner une formation qui devrait avoir un double de volume de charge de travail que celui de 60 crédits. Alors, que faut-il prendre? Je dirais que quand on est dans les jeunes générations, et donc que quand je tiens ce discours pour les étudiants et les étudiantes de l'horaire de jour, je dis sans hésiter, prenez, si vous êtes à l'aise, je veux dire, si ça peut se faire dans votre vie sur le plan financier, familial, etc., prenez l'option du 120 crédits parce que c'est ça qui va, a priori, vous donner les meilleures armes, les meilleurs atouts sur le marché du travail. Pour des adultes en reprise d'études, c'est moins évident comme réponse à donner. Et peut-être que seulement le master 60 crédits peut suffire. Donc ça va vraiment dépendre de ce pourquoi vous voulez vous inscrire dans un programme de bachelier en sciences politiques à horaire décalé. Est-ce que c'est pour une réorientation professionnelle? Et donc laquelle? Pour aller vers quel type de poste? Et donc qu'est-ce qu'on demande comme formation? Là, vraiment, il faudra rentrer dans des détails, évidemment, personnalisés, étudiant par étudiant. Mais ça veut dire, en tout cas, n'excluez pas nécessairement directement de, entre guillemets, simplement faire un master 60 au deuxième cycle, d'autant plus que c'est celui-là et celui-là seul qui est offert en horaire décalé à Bruxelles. Pour les autres, il faut aller donc à Mons, ou bien pour d'autres qui ne relèvent pas du domaine des sciences politiques, vous pouvez aller soit à Louvain-la-Neuve, soit à Charleroi. Et donc, on salue l'arrivée de M. Van der Zee, que je vous avais annoncé tout à l'heure. Merci à lui de nous rejoindre, surtout que c'est une période de blocus pour les étudiants en ce moment, puisque les examens commencent lundi prochain. Donc, remerciements encore plus forts. Alors, on parle donc du programme. Qu'est-ce que le programme? J'ai commencé par dire vers quoi il vous mène en termes de deuxième cycle, puisque s'agissant d'un programme de formation universitaire de premier cycle, nécessairement, ce diplôme-là de bachelier n'est pas professionnalisant. Il ne vous donne pas accès à un poste directement sur le marché du travail, à la différence des fameux graduats dont j'ai parlé tout à l'heure en haute école. Ici, il doit être enchaîné avec un diplôme de deuxième cycle pour pouvoir être valorisé sur le marché du travail. Et ici, je reviens avec une autre dimension de cette caractéristique selon laquelle le programme est une formation universitaire, c'est qu'effectivement, il est très différent de ce que vous pouvez avoir comme formation, j'allais dire, de même niveau, premier ou deuxième cycle d'études supérieures, dans une haute école. Et donc, pour essayer de bien distinguer les deux types de formation, je dirais que ici, on va être davantage sur une formation basée sur des connaissances générales de type prendre de la distance sur la manière dont se déroulent des phénomènes, dont des actions sociales ou politiques ont lieu, etc., plutôt que de directement donner des compétences, des savoir-faire qui sont utiles dans l'exercice d'un métier, dans l'exercice d'une profession. J'ai l'habitude de prendre une analogie avec le vélo, donc de se dire, tiens, imaginons que tant en haute école qu'à l'université, on ait des études sur le vélo, ce que c'est que de rouler à vélo, etc. En haute école, on va vous mettre très rapidement sur le vélo. Et très certainement qu'à la fin de vos études en haute école, si vous terminez diplômé, vous allez être un coureur cycliste vraiment de premier ordre. Vous allez pouvoir manier cela, être efficace, etc.
l'université, et surtout durant les premières années, on ne va pas vous mettre sur le vélo. On va essayer de réfléchir avec vous sur ce que c'est que le vélo. Tiens, quand est-il apparu? Quelles sont les caractéristiques propres de ce mode de déplacement par rapport à d'autres? D'où viennent les pièces? Où sont-elles construites? Comment est-ce que les pouvoirs publics maintenant sont passés d'une politique qui était plutôt le tout à la voiture pour les déplacements, enfin, ou l'essentiel à la voiture, quand on n'était pas dans les transports en commun, à une politique qui est beaucoup plus de promotion du vélo, quels sont les budgets, les investissements, comment ça se traduit dans une transformation de l'espace public, etc. Et puis, in fine, on fera quand même que vous allez sur le vélo. Mais donc, votre formation à la fin, c'est pas d'être un grand coureur cycliste qui est efficace sur son vélo. C'est de pouvoir concevoir les sens, la portée sociale de la pratique du vélo dans l'espace public, dans la société. C'est beaucoup plus ça. Ce qui veut donc dire qu'on n'a pas nécessairement, quand on est étudiant ou étudiante en début de parcours, des affinités avec cette prise de distance. Si on a vraiment de l'appétence à être mis sur le vélo, et puis pas avoir toute cette conception générale des choses, on s'en fout, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être un bon coureur, on risque d'être désarçonné si on vient à l'université. On risque de ne pas s'y retrouver. Et on risque donc de rater ses études et en plus d'être désappointé parce que c'est un rendez-vous manqué, ce qui n'est bon pour personne. Donc voilà l'intérêt de cette dia formation universitaire. Et donc ici, effectivement, vous allez voir que surtout en première et en deuxième année, on va asseoir le programme sur une culture générale en sciences humaines, dans les différentes disciplines et dans des méthodes générales, transversales aux sciences humaines, avant de voir gagner en ampleur les cours spécifiquement de sciences politiques, donc plus spécialisés de sciences politiques. Et donc, vous allez voir en première, puis encore en deuxième année, des cours, vous allez avoir des cours de philosophie, d'histoire, de droit, de sociologie, d'économie, de psychologie, et puis toute une série de cours de méthode. D'abord un cours d'introduction sur comment lire des textes, comment les comprendre sans nécessairement plaquer son avis personnel sur ce qu'on pense des textes, comment les comparer, comment faire une analyse synthétique, comment citer les extraits des textes, etc. Puis cours de démarche, de méthode, et finalement de statistiques, méthode quantitative, qui donne parfois du fil à retordre à une série d'étudiants et d'étudiantes. Et puis donc à côté de ça, la formation spécialisée en sciences politiques qui va aller crescendo, et puis à côté également une formation en langue que l'on a choisi finalement de concentrer sur l'anglais. Il y a bien des années, dans le début des années 2000, on avait une formation néerlandais et anglais, puis finalement on a fait une réforme en se disant que c'était vraiment trop difficile d'être sur les deux cours, vu le niveau très hétérogène avec lequel venaient des étudiants ou des étudiantes, évidemment des étudiants ou des étudiantes qui ne pouvaient pas du tout avoir eu de contact avec le néerlandais, ça va de soi que leur niveau n'était pas le même que des étudiants qui auraient eu le néerlandais à pratiquer dans leur pratique professionnelle. Et pour l'anglais, c'est quand même un peu pareil aussi, on a des étudiants ou des étudiantes qui pratiquent l'anglais et d'autres qui n'ont plus de formation en anglais depuis leurs études de secondaire, alors qu'ils ou elles reprennent des études ici en études supérieures 10, 15, 20 ans plus tard. Donc ça c'est la philosophie d'ensemble, vous l'avez ici, donc la totalité d'un programme de premier cycle, c'est 180 crédits, et donc on va vous les proposer, vous avez ça dans la brochure, répartis en 3 blocs annuels. Donc vous voyez à chaque fois les cours qui appartiennent aux rubriques générales. Donc ici vous êtes sur le premier bloc annuel. Alors là, sauf si vous pourriez déjà valoriser des crédits, ça c'est le programme qui va vous être proposé de manière imposée même, donc de manière obligatoire. Donc ça c'est le programme standard, donc avec cours de sciences politiques, d'histoire des institutions politiques, des cours de droit, les fameux cours de sciences humaines, sociologie, histoire du temps présent, philosophie, et pour ce qui est des méthodes, le cours d'introduction dont je vous ai donné quelques mots tout à l'heure et celui de démarche qui le suit, et puis cours de niveau 1 d'anglais. Puis donc pour le reste, ensuite vous avez le bloc 2, où vous voyez déjà qu'il y a plus de cours de sciences politiques, et apparaissent un cours d'économie, un cours de psychologie par rapport aux autres sciences humaines, et puis un cours de méthode, et anglais niveau 2. Et enfin, le troisième bloc annuel, avec à nouveau
plus de cours de sciences politiques, encore un complément de cours en droit et en économie, le dernier cours de méthode et le cours d'anglais niveau 3. Et vous aurez remarqué aussi que dans les cours ici, de la discipline, on a un cours qui est donné en anglais. Et donc ça, c'est voulu. C'est que toute la formation en anglais débouche au deuxième quadrimestre de la dernière année d'études sur le fait de pouvoir interagir dans un cours de fond, les politiques de l'Union européenne, qui est entièrement donné en anglais et pour lequel l'évaluation se fera entièrement en anglais. Donc ça, c'est l'idée de notre formation linguistique en anglais ici dans le programme de bachelier en sciences politiques. Pour chaque cours que vous voyez là, et donc quand vous allez aller sur le site web de Saint-Louis, vous allez dans l'onglet enseignement et vous prenez donc programme en sciences politiques en horaire décalé et vous allez mettre en surbrillance par exemple le cours ici de celui-là, voilà, de justice et politique ou n'importe quel autre cours. Hein. Vous allez alors avoir ce qu'on appelle un descriptif du cours, avec donc ces rubriques standardisées qui vont être remplies par le professeur ou la professeure du cours. Et ça peut déjà vous donner une bonne idée de ce qui peut vous attendre, en tout cas par exemple en première année. Ça va donner du contenu, hein, donc les objectifs d'apprentissage, quelles sont les connaissances et les compétences que le cours entend vous enseigner et que vous devriez maîtriser à la fin, le contenu de l'activité, donc qu'est-ce qu'on met là-dedans pour arriver à l'acquisition de ces compétences et de ces connaissances, les méthodes d'évaluation, donc comment est-ce que le ou la professeur va s'y prendre pour vérifier que vous avez acquis ces fameuses connaissances et compétences qu'il ou elle veut vous enseigner dans son cours, etc. etc. Donc ça vraiment, petit conseil, allez voir cela, ça vous donnera quand même déjà une bonne idée. Alors comme je le disais, avec la réforme Marcourt, on est passé d'un système d'organisation des études assez classique en année d'études à quelque chose d'un petit peu plus flexible. Alors pour la première année, celle où vous allez vous inscrire, sauf si vous pouvez valoriser des crédits de cours que vous auriez acquis dans une autre formation, par exemple, auquel cas ça, vous introduisez votre dossier auprès de l'administration facultaire. Mais donc, hors ce cas-là, eh bien, le programme de première année, il ne changera pas d'un étudiant à l'autre, ce sera toujours ce programme-là. Par contre, ensuite, le décret Marcourt donne davantage de flexibilité. Hein, et donc, par exemple, on a pris 2 exemples ici, mais on aurait pu en prendre 12 ou 20. Hein, un ou une étudiante qui a réussi l'ensemble de ses cours de la première année. Qu'est-ce qu'elle fait à partir de la deuxième année? Elle ne prend pas tous les cours qui sont au programme du bloc 2, elle ne prend que 2/3 de ses cours et elle y intègre déjà des cours du programme du bloc 3, qui lui parlent plus, qui sont organisés à un horaire qui lui convient mieux, etc. etc. Et évidemment, alors quand elle va être en troisième année, fatalement, elle n'aura pas plus tous les tours du bloc 3 à faire, puisqu'elle en aura déjà, par hypothèse, réussi 1/3, mais elle aura encore 1/3 de cours qui étaient inscrits dans le bloc 2 à faire. Voilà. Et ici, ça c'est si il y a 2 cours, ou un cours à 10 crédits, ou 2 cours à 5 crédits en première année qui auraient été ratés, donc 50 crédits, eh bien, par exemple, c'est un choix, hein, ce n'est pas du tout obligatoire, la personne peut dire « Ok, je vais ajouter un cours supplémentaire à mon programme de 60 crédits de l'année 2, pas les 2, parce que les 2, ça risque d'être trop. » Et donc, dans l'hypothèse où elle réussit ce programme alors à 65 crédits, fatalement, quand elle sera en troisième année, elle devra reprendre encore un cours supplémentaire par rapport au programme standard des 60 crédits. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a de la flexibilité qui a été organisée dans le parcours. Cela dit, n'exagérons pas les choses. Pourquoi ? Parce qu'on est en horaire décalé. Et que précisément, l'horaire, lui, il est très contraint. Et que donc, nos cours ici, qui sont répartis en bloc 1, bloc 2, bloc 3, ils sont aussi inscrits dans un horaire qui est serré et qui ne laisse pas beaucoup de marge. Et donc, oui, théoriquement, vous pouvez éventuellement assembler des cours de bloc 2 avec des cours de bloc 3 dans votre deuxième année, mais vous risquez d'avoir des conflits horaires, tout simplement. Donc, ayez bien ça à l'esprit. Théoriquement,
il y a du jeu qui est possible. Pratiquement, il est possible que ce jeu soit assez mince, sauf si vous n'êtes pas rebuté par des conflits horaires. Et là, on en reparlera éventuellement si le cours fait l'objet de vidéos qui enregistrent les séances. Par exemple, on en reparlera. Là, je vous mets 2 dias où on voit donc l'horaire de cette année-ci de bloc 1. Vous voyez en fait que les cours se donnent tous les jours. Ils commencent chaque fois à 17h15, sauf le mardi au premier quadrimestre où il n'y a pas de cours en première tranche, et ils s'arrêtent soit, soit à 20h15 ici, soit à 20h45. Il n'y a pas de cours le samedi, hein, donc ça c'est vraiment une volonté. Dans les années 2000, il y avait encore l'un ou l'autre cours qui pouvait se donner le samedi. Ça a été vraiment une demande des étudiants et des étudiantes de l'époque, réitérée par les autres générations qui les ont suivis. Pas de cours le samedi. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est un horaire qui est assez lourd. Hein, donc là, j'insiste vraiment, hein, c'est assez contraignant, d'autant plus qu'il y a certains cours, vous le voyez en haut de cette dia avec un astérisque, qui demandent du travail personnel en dehors du cours. Donc là, il faut bien le mettre aussi dans l'horaire, donc ce qui veut dire que vraiment, l'image que vous devez avoir, c'est au fond, si je m'engage dans ce programme sérieusement, j'ai cours tous les jours, enfin, ou en tout cas j'ai des activités liées à mes cours tous les jours entre 17h15 et 20h45. C'est vraiment pas rien. Hein, donc c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de respect pour nos étudiants et nos étudiantes, et en particulier ceux et celles qui vont au bout, parce que franchement, se taper ça des années, chapeau, franchement. Donc, ça, c'est sur l'horaire. J'en termine avec le calendrier. Donc, j'ai parlé de quadrimestre. En fait, il y a 3 quadrimestres, mais 2 quadrimestres de cours. Le 3e quadrimestre, c'est les congés d'été et puis la session de rattrapage d'août. Donc, ce n'est pas exactement la même configuration que les 2 premiers quadrimestres. Les 2 premiers quadrimestres, donc le premier, 13 semaines, de mi-septembre au congé de Noël Nouvel An, puis une session d'examen de 3 semaines en janvier. Le 2e quadrimestre commence début janvier et va jusqu'à la mi-mai, mais comprend 15 jours de congé aux alentours de Pâques, et puis se ponctue par, là encore, 3 semaines d'examen pour la session de juin, portant sur, en règle générale, les cours du 2e quadrimestre. Et puis ensuite, on a le 3e quadrimestre avec, s'il échait, les examens de rattrapage. Donc, pour les examens de janvier, ils portent sur les cours du 1er quadrimestre, et tout cours pour lequel vous auriez eu 10 sur 20 au moins, vous ne devez plus le repasser, les crédits vous sont acquis, et donc vous êtes à l'aise avec ça. Par contre, pour tout cours de la session de janvier où vous auriez moins de 10 sur 20, vous pouvez les représenter à la session de juin. Ça, c'est une spéciale pour les étudiants et les étudiantes de première année. Dans les années ultérieures, ça ne sera plus permis. C'est autorisé. C'est pas vraiment encouragé par les enseignants, parce que si vous avez déjà raté votre session de janvier portant sur les cours du 1er quadrimestre, vous risquez de vous mettre dans une difficulté encore plus grande pour réussir votre session de juin portant sur les cours du 2e quadrimestre si vous alourdissez en plus cette session avec 1, 2 ou 3 cours à représenter du 1er quadrimestre. Mais légalement, c'est possible, et donc c'est de votre responsabilité que cela relèvera. Et puis donc, en fin juin, début juillet, délibération sur cette année, et donc si vous avez réussi l'ensemble de vos cours, vous êtes admis à poursuivre le cycle. Si ce n'est pas, vous avez encore une chance de rattrapage avec les cours que vous n'avez pas réussi et que vous représentez à la session d'août. Voilà en ce qui concerne le contenu. Je passerai la parole à Monsieur Van der Zee maintenant. Je vous invite à venir ici. Je suis récemment papa, et donc et ça fait que chaque session a son lot de surprises. Il n'en reste pas moins que c'est très intéressant. Je dois dire qu'en 3 ans, je fais une sérieuse gymnastique de l'esprit. Je suis un peu au fitness tous les soirs de cours, et je me prépare pour un grand rendez-vous qui est la session d'examen. Et je dois dire que
a posteriori, il y a toujours une satisfaction qui en ressort. Le contenu du cours ou des cours également. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire du point de vue de l'étudiant, parce que c'est un métier, hein, étudiant. On a souvent un métier professionnel, de famille et puis d'étudiant, et ça se combine. Ça se combine. Et tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait deux grands mobiles en fait pour justifier l'inscription au programme de bachelier en sciences politiques, plutôt l'intérêt intellectuel, donc être passionné par des questions comme ce qui explique les comportements de vote, qu'est-ce qui explique qu'il y a des mobilisations citoyennes dans certains cas, pas dans d'autres, etc. Ou d'autres motivations qui sont plus instrumentales, obtenir le diplôme, etc. Dans votre cas, c'était quoi ? Alors, ma motivation première, c'était un peu, elle découle de deux choses. C'est que j'avais l'option de le faire parce que je travaille dans le secteur public et les horaires sont quand même beaucoup plus réguliers. Et par goût de défi et aussi pour avoir un regard sur la société. Comme je travaille dans le secteur public, ben, je suis amené à être confronté à des questions posées à la société. Et bon, ça a ouvert mon champ et ici, ça va me permettre, avec un nouveau diplôme, d'ouvrir d'autres portes, que ce soit dans le secteur public, peut-être même en recherche plus tard. Donc c'est ma motivation vraiment pour ouvrir ce champ et me donner cette occasion. Et j'espère, bien sûr, que ce sera un projet très bientôt. Et en termes de trucs et ficelles comme ça pour des étudiants et des étudiantes qui arrivent en première année pour que cette première année qui est souvent décisive à la fois pour une trajectoire de réussite ou pour une trajectoire d'échec, eh bien, elle aille vers la réussite, vous diriez quoi là? Vous donnez peut-être 2 ou 3 tuyaux qui vous ont été utiles à vous. Oui, tout à fait. Alors, la première chose, c'est de créer un réseau. C'est quand même plus sympa et profiter du fait que vous rencontriez d'autres personnes qui sont dans le même cas et qui peuvent échanger, partager une expérience, voire au niveau des cours, hein, parce qu'entre étudiants, on a toujours des petits tuyaux des autres années qui circulent et qui, dès lors, viennent à vous assez facilement. Ça, c'est un premier tuyau, donc le réseautage. Un deuxième tuyau, en première année, il y a, dans le cadre du cours de méthodologie, il y a une première lecture, la première fois qu'on est face à un texte scientifique, il faut analyser, décortiquer, commenter avec une posture scientifique. Faites ça, ça va tout de suite vous donner une idée d'où vous êtes par rapport à l'exigence. Et ça, c'est au tout début du mois de novembre. Donc, c'est assez tôt que pour vous rendre compte où vous vous situez. Alors, même si vous faites ces côtés, bien que ce soit que sur 4 points, si je me souviens bien, sur les 20, ben, ça vaut la peine, et même avec un score qui ne serait pas encourageant, il y aura un feedback de la part de l'assistant. Et ça va vous aider plus que probablement pour la suite. Un indicateur qui vient vite dans le parcours. Oui, quoi, qui hein, vient pour vous assez tôt situer. dans le parcours, qui vous situe par rapport à l'exigence du cours et du cursus, parce que la méthodologie, elle sera dans les 3 années. Et donc c'est un cours important. Voilà, je crois que ça, c'est les deux tuyaux principaux. Le troisième, c'est persévérer. C'est un travail de longue haleine, donc oui, la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je crois que le fait d'avoir réseauté, eh bien, ça va vous aider là-dedans. Voilà, je crois que ça, c'est les 3 principaux tuyaux. Et s'il y en a d'autres auxquels vous pensez ou des questions, je répondrai volontiers.
Très bien. Je ne sais pas si de votre côté, ici, il y a des questions ou des interventions par rapport justement à ce témoignage sur ces facteurs de réussite en première année en particulier. Je pense c'est tout à fait vrai de faire des petits groupes, hein, d'arriver par affinité à essayer de rentrer dans des petits groupes qui vont comme cela s'épauler à la fois sur un plan pratique mais aussi en termes d'amitié, de se soutenir moralement aussi dans les moments qui, j'imagine, arrivent de temps en temps sur une trajectoire de 3 ou de 5 ans où on est plus avec des difficultés ou avec un moral qui n'est pas nécessairement au beau fixe. Vous confirmez ça, hein? Oui, oui, je confirme. Et aussi une particularité, en tout cas elle se vérifie pour Saint-Louis, et je crois encore plus en horaire décalé, c'est que au niveau du corps académique, il y a une disponibilité. Vous pouvez, enfin, les professeurs se rendent très disponibles pour répondre à nos questions au niveau de la matière, au niveau des travaux. Et ça, franchement, il y a une vraie proximité. On se, bah, enfin, on se prénomme. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez appréciable et qui, franchement, crée une loyauté pour cette université. Alors peut-être une dernière question par rapport à la présence aux séances de cours, parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui turlupine les étudiants et les étudiantes qui pensent à s'inscrire au cours. Oui, mais bon, je vois déjà les contraintes qui pèsent sur moi. Par exemple, tel jour, je dois travailler plus tard à mon travail et donc j'aurai des difficultés à être présent, etc. Est-ce qu'il y a une stratégie de présence que vous conseilleriez? Est-ce que vraiment le fait qu'il y a une soirée, si c'est le cas, hein, qui est complètement impossible pour assurer une présence, il vaut mieux reporter à plus tard le projet ou bien on peut quand même y aller? Comment vous vous positionnez par rapport à ces questions-là? Le fait que vous ratiez un cours, que vous soyez empêché un certain jour, pour moi n'est pas un facteur bloquant. Dans la mesure où vous pourrez retomber sur des notes de cours d'autres étudiants. Il y a une certaine solidarité, peut-être même, parce que nous en avions parlé avec le corps professoral sur la possibilité d'enregistrer des cours, ce qui alors est une grosse aide. Vous pourrez retomber sur des cours que vous auriez ratés, alors évidemment. Mais en soi, je crois que ce ne soit pas un facteur bloquant si c'est plutôt l'exception. Donc, je dirais foncez, quoi. Ouais. Merci, c'est bien, on peut même terminer là-dessus, me semble-t-il, hein, parce que juste après, ce qui restait pour les DIA, c'était de vous indiquer que votre interlocutrice de première ligne, c'est en fait pas Madame Léonard que vous voyez ici, mais Madame Van Dens qui n'est pas là cette semaine, c'est elle qui est la responsable de l'horaire décalé en sciences politiques à notre administration, et puis à un niveau académique, c'est moi, ça vous le savez. Et puis vous avez le bénéfice de tous les services de soutien qui sont habituellement présents dans une université. Le service social, si vous êtes dans les conditions financières, vous avez droit à une bourse d'études comme n'importe quel étudiant de l'horaire de jour. Il y a d'autres coups de pouce en dehors du fait d'avoir droit à une bourse d'études si vous êtes en difficulté. Si vous êtes étudiant à un profil spécifique, sportif de haut niveau, avec un handicap de santé ou autre, là aussi, il y a des aménagements qui vous sont tout autant proposés que pour les étudiants de l'horaire de jour. Le service d'orientation et d'accompagnement vers la réussite, même si son offre est moindre en horaire décalé, en tout cas, vous laisse la porte ouverte pour aller vers les offres qu'il a en horaire de jour et les entretiens
qui peuvent avoir lieu avec des conseillers pédagogiques à tout moment de votre trajectoire peuvent également avoir lieu en horaire décalé, ceux-là. Et certaines séances peuvent aussi se donner en horaire décalé sur comment prendre des notes, comment hiérarchiser mes notes avec des couleurs, des choses aussi pratico-pratiques que celles-là. Consultation médicale, psychologique également. Et puis par ailleurs, le centre d'action universitaire de Saint-Louis, qui est donc l'organisation étudiante, a une composante horaire décalée, donc qui est structurellement inscrite dans cette organisation représentative des étudiants de Saint-Louis. Voilà, merci pour votre attention et nous sommes donc à votre disposition si vous souhaitez nous poser des questions de manière plus individuelle. Énorme remerciement encore une fois à Gilles van der Zee de nous avoir fait part de son témoignage et quelle que soit votre décision, mûrissez-la bien et prenez donc la bonne décision. Merci, bonne soirée.